Madame, Monsieur, bienvenue à notre émission Les Échos de la Finance. Aujourd'hui, un gros morceau au menu que nous allons probablement débiter en 2 ou 3 fois. Il s'agit de la notion de privatisation et de nationalisation des entreprises. On peut dire de ces 2 notions qu'elles sont pratiquement une ligne de démarcation entre ce qu'on pourrait appeler une politique de gauche étant la nationalisation, et une politique de droite qui étant la privatisation. Comme son nom l'indique, privatisation, il s'agit de privatiser, c'est-à-dire de confier la gestion à des intérêts privés, tandis que la nationalisation consiste pour un État à prendre une part majoritaire dans une entreprise. Comme je le disais, souvent, ligne de démarcation entre les politiques, ce n'est pas toujours vrai. On a vu des gouvernements de gauche privatisés, on a vu des gouvernements de droite nationalisés. Mais bon, grosso modo, philosophiquement, c'est un peu la différence. On va tâcher de voir aujourd'hui ce qu'il faut entendre par là, prendre peut-être quelques exemples, et puis surtout, peut-être, essayer de voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces 2 systèmes. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Métropole, bonsoir Haïti, bonsoir tout le monde. J'apprécie l'introduction. Je pense que la notion de privatisation et la notion de nationalisation a été très bien cernée et les gens doivent s'attendre au cours de cette discussion que des clarifications puissent être portées pour les munir d'outils pour évaluer de quelle direction eux autres ils pourraient, où ils pourraient se positionner. Voilà, très bien, oui. Bon, il y a presque une croyance populaire qui veut que l'État soit mauvais gestionnaire. On dit de l'État que c'est un mauvais gestionnaire. Pourquoi? Parce que, en général, à la tête des grandes industries étatiques, on met des fonctionnaires, des gens qui sortent de l'ENA, des gens qui ont fait des grandes études, mais qui n'ont pas forcément l'expérience que donne la pratique du système privé. Absolument. Bon, donc, voilà. On dit l'État est mauvais gestionnaire, donc ce qui peut parfois inciter à privatiser, donc confier la gestion à des gens qui ont plus d'expérience. Ce n'est pas nécessairement vrai. Non, c'est l'argumentaire pour justifier la privatisation. Maintenant, avant de démarrer, je veux faire 2 points fondamentaux qui ont été élucidés au cours de notre toutes dernières interventions. L'un des points, il y a un des spectateurs qui m'a posé la question, William, est-ce que tu es anti-américain? Et je réponds carrément sur le plateau. Non, je ne suis pas anti-américain. D'ailleurs, je suis très pro-américain parce que la prospérité aux États-Unis dépend de la prospérité de toutes les nations avec lesquelles les États-Unis font les affaires. Ouais. Donc, une Haïti prospère est très bon pour les États-Unis, parce que nous sommes 10 millions, ça leur fait 10 millions de consommateurs. Ensuite, la deuxième grande question, c'est qu'en Haïti, il y a ce sentiment d'appartenance et où les gens, bien sûr, ils appartiennent à ce bout de terre qui est le produit d'une césarienne assez sanglante. Et il y a aussi le sentiment de l'appropriation. Donc, appartenir sans s'approprier de ce qu'il y a, c'est vrai, l'appartenance perd un petit peu de sa valeur. Donc, toutes les fois que nous parlons dans les échos de la finance, l'un des objectifs que nous visons à réaliser, c'est vraiment de bousculer les gens pour que les gens puissent eux-mêmes prendre la responsabilité et comprendre que la croissance économique, le développement économique de la République d'Haïti dépend des Haïtiens, non pas des étrangers. D'abord. Donc, maintenant, de rajouter d'abord. Pour retourner au thème d'aujourd'hui, au point de départ. Oui. Parce qu'effectivement, la notion
la notion de la privatisation, la justification de la notion de la privatisation sont plusieurs. Celle que vous venez d'évoquer, qui est l'État est mauvais gestionnaire. L'État est mauvais gestionnaire, effectivement, parce que les gars qui sont généralement engagés pour diriger les boîtes de l'État ou les entreprises publiques ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faut pour gérer une entreprise publique. Par exemple, je prends en l'occurrence, en Haïti, nous avons eu le DH. Le DH, qui est une entreprise qui a un potentiel de 500 à 700 millions de dollars, qui ne générait annuellement que 30 millions. Ouais? Et les gens, en général, qui négociaient, qui géraient le DH, n'avaient absolument aucune expérience pratique dans la gestion des affaires. Ouais. Et c'est la même chose aussi pour la cimenterie d'Haïti, c'était la même chose pour Téléco. Donc l'expérience des affaires, le savoir-faire, la gestion des ressources humaines, des ressources techniques, c'est pas qu'il y a une seule personne qui connaît tout ça, mais il y a une personne qui fournit le leadership pour recruter les gens qu'il faut. Et je pense que ça, c'est... Et lorsque les bonnes personnes ne sont pas à leur place, les performances ne sont pas au rendez-vous. Donc, c'est moins une question... c'est plus une question de gestion et non pas que l'État soit mauvais gestionnaire. Ça, c'est la première chose qu'il faut déblayer. La deuxième chose que je voudrais déblayer, c'est que l'autre argumentaire pour la privatisation, c'est que l'État veut privatiser pour que l'État puisse avoir accès à de fortes sommes à des capitaux tout de suite et des capitaux qui pourraient être utilisés pour réduire la dette de l'État et des investissements dans l'éducation, dans la science, les recherches, etc. Maintenant, il faut souligner que toutes les fois que cet argumentaire est fait, il est lié avec la notion de l'éducation. Il est lié avec la question de l'investissement dans les sciences, dans les capacités de la population. Mais finalement, lorsque une entreprise de l'État, une entreprise publique est vendue, l'argent, le capital qui est perçu, généralement disparaît dans le trésor public. Hein? Donc, maintenant, il est dilué. Il est dilué. Et ensuite, donc maintenant, il y a l'autre argument, c'est-à-dire maintenant la question... la réponse à cette question, c'est que vous avez une entreprise publique, vous ne pouvez la vendre qu'une seule fois. Oui. Hein? Donc maintenant, lorsque vous faites une rentrée de capital, ben, cette rentrée, si cette rentrée n'est pas utilisée selon les prévisions, mais c'est une fuite de capitaux. Et fuite dans les comptes privés, fuite dans tout ce que vous voulez. Hein? Maintenant, l'autre notion qui fait l'argumentaire de la privatisation, c'est qu'avec les entreprises publiques ne génèrent pas assez de revenus pour l'État. Hein? Maintenant, à cet argumentaire, ce qui est souvent opposé, c'est que une entreprise publique peut fonctionner toute entreprise est financée à partir de dettes. Et la notion de la rentabilité de l'entreprise dépend de la taille de la dette et d'autre part, le taux d'intérêt sur la dette. Maintenant, l'État, en général, c'est l'État qui émet les titres, les bons du Trésor. Donc, l'État détermine le taux d'intérêt du marché parce que l'État établit le taux les instances de l'État, plutôt, établissent le taux directeur et à partir du taux directeur, les intérêts du marché sont établis. Maintenant, l'État a une responsabilité d'établir des taux directeurs qui pourraient permettre à ce que l'entreprise soit rentable en vertu du profit net que rapporte l'entreprise. Donc, il faudrait que le profit net soit équivalent au taux d'intérêt minimum que l'État doit payer sur les dettes. Donc, dès que cette relation est établie, donc la notion que l'État a besoin de liquider un actif, une entreprise publique, parce qu'il faut payer des dettes, elle tombe également. Donc, finalement, la question, c'est une question de comment gérer les entreprises de l'État. Maintenant, à l'opposé de la privatisation, nous avons la nationalisation. C'est ça. Qui est un gros morceau. Et comme vous avez évoqué, c'est le morceau, c'était la politique économique des sociétés soi-disant communistes, qui aspiraient à une société, à des partis politiques ou à des gouvernements qui aspiraient à une société communiste ou socialisante. Et normalement,
la notion de la nationalisation, c'est vraiment le transfert des mains du privé aux mains de l'État, Oui. aux mains de l'autorité Passage publique. du privé vers le public. Vers le public. Maintenant, dans l'espoir que, effectivement, l'argumentaire qui est présenté dans cette décision, c'est que l'État va pouvoir mieux desservir l'intérêt général. C'est ça. Parce que le grand débat, c'est vraiment, en dessous de tous ces débats entre la privatisation et la nationalisation, c'est comment mieux desservir l'intérêt général. La politique sociale, politique pour dire sociale, d'une manière générale. Maintenant, au niveau de la privatisation, maintenant le tout et de la nationalisation, le tout dépend de quelle est la réflexion politique, quelle est la doctrine politique qui est en vigueur à une époque déterminée. Par exemple, nous savons, et nous l'avons évoqué souvent sur le plateau, l'économie néolibérale qui envisage, qui est basée sur la doctrine du marché libre, qui est basée sur l'absence de concurrence. Profit. Donc, et la doctrine du capitalisme d'État, qui est sur la centralisation du pouvoir, et tout en dessous de cette doctrine, toute autre chose est centralisée. L'éducation, le commerce, la santé, tout ça. Donc l'État devient le moteur de l'économie. Je suppose que la privatisation, où l'État est absent, ou plutôt la présence de l'État est très réduite dans l'économie. Maintenant, une chose importante qu'il faut souligner, ce sont deux entités totalement, deux façons des écoles de pensée différentes. Mais ces deux écoles de pensée différentes, ils ne peuvent croître, ils ne peuvent se réaliser que s'ils détruisent les organisations traditionnelles. C'est-à-dire, parce que ceci a été évoqué dans un champ de l'économie qui s'appelle l'économie anthropologique, où la culture est prise en considération pour identifier, par exemple, des formules d'organisation sociale, de la production, de la distribution des biens. Et c'est un système, au niveau de l'économie l'économie anthropologique, il y a au centre de ça se trouve le patriarcat, le matriarcat et le droit coutumier qui sont à la base de l'organisation traditionnelle. Maintenant, pour que le marché, au niveau du système capitaliste néolibéral, pour que ce marché puisse s'étendre, il doit se faire des clients, des consommateurs. Et ces consommateurs vont venir d'où ? Des sociétés traditionnelles. C'est l'intégration des sociétés traditionnelles qui permettent la croissance. Parce que plus il y a de consommation, plus il y a de consommateurs, plus il y a de besoins, plus il y a de demandes. Et la même chose au niveau des politiciens qui font l'advocation de la nationalisation. Mais eux autres, ils ont besoin des membres de la société traditionnelle pour élargir leur pool, pour élargir leur électorat. Donc, dans les deux cas, les sociétés traditionnelles sont vraiment les cibles. Les victimes, finalement. Bon, peut-être victimes, peut-être non. Pourquoi ? Parce que si on prend l'exemple, il y a autre façon de faire. Par exemple, en Corée du Sud, nous avons eu cette discussion il n'y a pas longtemps. Ils s'en servent de l'organisation traditionnelle. Tout à fait. Et à partir de l'organisation traditionnelle, ils organisent la production industrielle. Mais c'est un exemple unique au monde. Non, ils font la même chose également en Chine, ils font la même chose en Taïwan. Oh non, Taïwan aussi. Oui, mais c'est le général Parks qui a inventé ce système avec sa révolution écoutez, agraire. Ils peuvent prendre le crédit, mais normalement, ça rentre dans la tradition asiatique. En Corée du Sud, ils appellent ça le Mao Lengdong. Exactement. En Taïwan, c'est l'organisation de la société traditionnelle. En Chine, la production agricole en Chine, c'était des productions familiales, organisées autour des communes. Oui, avec la différence qu'en Corée du Sud, avec le général Park, c'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été une politique d'État qui a été imposée, imposée de manière très ferme, pour ne pas dire brutale. C'est à travers l'Asie. Et avec un succès extraordinaire. Que l'on peut observer aujourd'hui. Absolument. Maintenant,
il faut dire que l'UNESCO aujourd'hui, les Nations Unies, l'UNESCO, etc., aujourd'hui sont en train de prendre des mesures pour rehausser ou pour valoriser les organisations traditionnelles de façon pour leur insertion plutôt, dans l'économie et aussi pour organiser, pour répondre à la question de la sécurité alimentaire. Donc, les organisations traditionnelles ont dans toute économie une fonction. Maintenant, il revêt aux autorités politiques d'évaluer comment se servir des organisations traditionnelles pour que ces organisations traditionnelles puissent participer à la croissance économique. Donc, ça, c'est très fondamental. Donc, et ces deux entités, enfin, ces trois entités, si vous voulez, sur tous les territoires, par exemple en Haïti, ce sont des entités qui sont en concurrence permanente. Parce que je veux vous signaler une chose. En Haïti, nous percevons l'État comme étant un État bon papa, l'État-providence. Mais ça vient de la tradition de la cour. Ça vient de la tradition patriarcale et matriarcale. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce leader qui s'engage à prendre soin des autres, des petits ou de ces sujets. Bon, la notion de l'État-providence en Haïti, elle ne sort pas de loin. Maintenant, face à cette tendance de la population en général qui réclame de l'État tout, qui réclame tout de l'État, l'éducation, le travail, la santé, l'école, mais il y a également à l'extérieur de ça une section de l'économie haïtienne qui est fondamentalement basée sur la notion de la concurrence et du marché libre. Oui. Oui, d'ailleurs, vous venez de dire que la population ne cesse de réclamer, mais ça fait des décennies qu'elle réclame et qu'elle n'obtient pas grand-chose en retour. Bon. Mais pour revenir peut-être à un niveau un peu plus terre-à-terre, la raison pour laquelle les régimes dans lesquels il y a une opposition constituée, en particulier avec des syndicats forts et bien organisés, des raisons pour lesquelles les syndicats se méfient toujours des privatisations, c'est que très souvent, pour rentabiliser les entreprises que le secteur privé récupère de l'État, ça commence par des licenciements massifs. Et aussi le maintien de salaire minimum. Ça, exactement. Ou sinon, un salaire minimum, au moins, il n'est pas question d'augmenter les salaires. Pourquoi? Parce que dans le privé, en particulier dans le système capitaliste dans lequel nous vivons aujourd'hui, la clé, c'est le profit. Bon, maintenant... Profit. Et non seulement profit, mais je rajouterais même profit maximum. Et comme j'aime le dire et le redire, si nos nouveaux capitalistes, parce que c'est une notion qui est relativement récente, je veux dire, c'est à l'échelle de quelques dizaines d'années, si nos néo-capitalistes se rendaient compte qu'il serait plus intéressant pour tout le monde, y compris pour eux, de se contenter d'un profit raisonnable, au lieu de rechercher systématiquement le profit maximum, le monde entier s'en porterait beaucoup mieux. Maintenant, en fait, on est d'accord là-dessus, mais il y a une chose que je voudrais additionner, c'est que le capitaliste, vous prenez un gars qui fabrique les chemises, par exemple, il ne peut porter qu'une seule chemise à la fois. Mais il a une manufacture qui peut manufacturer 1 million de chemises. Donc, les millions de chemises doivent être vendus à quelqu'un. Mais plus les ouvriers sont payés, plus ils sont en mesure d'acheter des chemises. Donc, vous avez intérêt à ce que vos ouvriers soient en mesure de se procurer de vos productions. Maintenant, peut-être pas de votre production, mais de la production du voisin. Parce que c'est quand même, c'est une affaire de classe. Augmenter le pouvoir d'achat de façon universelle. Absolument, donc, bien sûr. Et si on est tous gagnants. Ouais. Et ça ne veut pas dire que le gars qui gagne mieux, qui travaille pour vous, qui gagne un salaire décent, il peut maintenant se procurer d'une automobile, il peut se procurer d'une montre. Il a du pouvoir d'achat. Il a du pouvoir d'achat. Et vraiment, c'est autour de cette question que la croissance économique sillonne. Maintenant, on vient de parler de la manière dont les classes populaires voient la privatisation. À l'inverse, la nationalisation est souvent vue par ces classes moyennes, les syndicats et tout,
comme un refuge sécuritaire. Bon, D'ailleurs, on le voit dans un pays comme la France, toutes les grandes entreprises qui ont été nationalisées à un certain moment bénéficient d'un régime spécial. Bon, maintenant, oui, parce qu'en France, par exemple, en Italie, il faut dire que la notion de la privatisation, de la nationalisation, a un contenu politique extraordinaire. Parce que en France, par exemple, pendant les premières années de la nationalisation, c'était le système de la distribution de l'eau qui avait été privatisé, qui avait nationalisé. Pourquoi? C'est parce que après avoir été privatisé, les prix grimpaient tellement que la population s'était mise debout contre la privatisation et avait exigé que l'État s'en occupe. L'État s'en occupe. Maintenant, en Italie, c'est inscrit dans leur constitution que la distribution de l'eau fait partie, c'est un patrimoine national. Voilà. Maintenant, tout ceci étant dit, la domination économique, la domination de la pensée économique néolibérale est aujourd'hui généralement admise dans plusieurs pays, except bien sûr dans les pays comme la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres pays pareils. Maintenant, cette notion est tellement forte qu'on peut dire que nous vivons dans un monde unidirectionnel, une seule pensée. Elle est adoptée au niveau de la Banque européenne, Banque centrale européenne, l'Union européenne, les États-Unis, la Banque mondiale et toutes les autres instances. Toutes les autres instances, ils sont déjà acquis à cette pensée. Et le fait que ces institutions soient acquises à cette pensée, il devient très difficile pour un pays de s'engager vis-à-vis de ces institutions sans ne pas avoir à faire de compromis. Par exemple, en Grèce, lorsque la Grèce a eu des difficultés, la Grèce a été obligée de privatiser ses chemins de fer, privatiser l'eau, la distribution de l'eau, et privatiser tant d'autres choses. C'était la seule condition pour que la Grèce puisse trouver un emprunt de l'Union européenne. Absolument. Maintenant, au niveau d'Haïti, il y a un modèle de privatisation qui existe, c'est Build to Own, BTOs. Et en Haïti, nous avons eu l'expérience avec la Sogénère et la Banque mondiale. La Banque mondiale avait recommandé, par exemple, que l'électricité d'État d'Haïti soit privatisée. Donc, ils ont proposé le modèle de la gestion, privatiser la gestion de l'EDH pour une période de temps. Donc, ceci a été fait, mais il se trouve qu'au fur et à mesure, avec les changements de pouvoir, que cette notion qui a été recommandée à une époque où c'était la norme, a été maintenant démonisée avec un changement de pouvoir. Donc, c'est vraiment, ça dépend de... Les conditions politiques sont très importantes dans toutes les décisions, soit de la privatisation, soit de la nationalisation. Donc, ça dépend au niveau politique, quels sont les enjeux et qui sont les acteurs. Malheureusement, William, on va devoir mettre fin à cette séance que j'ai trouvée pour ma part très intéressante, passionnante même. On ne réfléchit pas toujours à des choses qui sont là devant notre nez et qu'on voit tous les jours, mais sans vraiment y prêter attention. C'est pourquoi nous avons les échos de la finance. Voilà, et j'espère que nous continuerons à faire cette œuvre, cette grande œuvre que nous avons décidé de faire, à savoir jeter des coups de projecteur, éclairer les gens de façon à ce qu'à leur tour, ils jettent un regard un peu plus préparé, un peu plus objectif même, disons. Plus averti sur les grands sujets qui nous préoccupent. Merci encore une fois, William, et au revoir à vous et à très bientôt. Thank you.